Fumée, chapitre 13. Litvinov était aussi mécontent de lui-même que s'il avait perdu à la roulette ou rompu un serment. Une voix intérieure lui disait qu'il ne convenait pas à un fiancé, à un homme de son âge, de se laisser entraîner à la curiosité ou à la séduction des souvenirs. Pourquoi aller chez elle, se disait-il. De sa part, ce n'est que coquetterie, lubie, caprice. Elle s'ennuie. Elle s'est accrochée à moi, comme il prend parfois fantaisie à un gourmand de manger du pain noir. Pourquoi y suis-je allé? Comme si je pouvais ne pas la mépriser. Il lui en coûta de prononcer, même mentalement, ces derniers mots. Sans doute, continua-t-il, il n'y a et il ne peut y avoir aucun danger. Je sais à qui j'ai affaire, mais il ne faut pas jouer avec le feu, et je n'y mettrai plus les pieds. Litvinov n'osait pas, ne pouvait pas encore s'avouer à quel point Irène lui avait paru belle et avait réveillé ses anciens sentiments. La journée lui sembla mortellement longue. Au déjeuner, le sort le plaça à côté d'un bel homme à grosse moustache qui ne desserra pas les dents et ne fit que souffler en roulant les yeux. Un hoquet permit à Litvinov de découvrir qu'il était son compatriote, car il s'écria en russe, avec mauvaise humeur, « Je savais bien qu'il ne fallait pas manger de melon. » Le soir n'apporta rien de bien consolant. Sous les yeux de Litvinov, Bendasso gagna une somme 4 fois supérieure à celle qu'il lui avait empruntée. Et non seulement il ne s'acquitta point de sa dette, mais encore il lui jeta un regard menaçant, comme s'il méditait de le punir pour avoir été témoin de sa veine. Le lendemain matin, une foule de ses relations vint à nouveau faire irruption chez lui. Dès qu'il eut réussi à s'en débarrasser, il alla dans la montagne, où d'abord il rencontra Irène, qu'il fit semblant de ne pas reconnaître, puis Potouguine. Avec celui-ci, il n'aurait pas demandé mieux que de causer, mais il n'en put tirer le moindre mot. Potouguine conduisait par la main une petite fille, élégamment vêtue, avec des boucles presque blanches, de grands yeux sombres, un visage pâle, maladif, marqué de cette expression de commandement et d'impatience qui caractérise les enfants gâtés. Litvinov passa 2 heures dans les montagnes et rentra par l'allée de Lichtental. Une dame, avec un voile bleu, assise sur un banc, se leva dès qu'elle l'aperçut et l'aborda. Il reconnut Irène. « Pourquoi me fuyez-vous, Grégoire Mikhaïlitch » lui dit-elle avec cette voix mal assurée qui dénote l'agitation intérieure. Litvinov se troubla. « Je vous fuis, Irène Pavlovna ?»« Oui, vous... » Irène paraissait très émue, presque irritée. « Vous vous trompez, je vous assure. »« Non, je ne me trompe pas. Ce matin, quand nous nous sommes croisés, j'ai très bien vu que vous m'aviez reconnu. Dites, ne m'avez-vous pas reconnu ?»« Vraiment, Irène Pavlovna, Grégoire Mikhaïlitch, vous êtes un homme sincère, vous avez toujours dit la vérité. Vous m'avez bien reconnu. Vous vous êtes détourné avec intention. » Litvinov considéra Irène. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange. On voyait ses joues et ses lèvres blêmir sous son voile. Il y avait dans l'expression de son visage et le son entrecoupé de sa voix quelque chose d'irrésistiblement désolé, suppliant. Litvinov ne put feindre davantage. « Oui, je vous ai reconnu, » répondit-il avec effort. Irène frissonna et laissa lentement retomber ses bras. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas approché de moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ? Pourquoi ?» Litvinov quitta l'allée. Irène le suivit en silence. « Pourquoi ?» répéta-t-il, et son visage s'enflamma subitement. Un mouvement de colère lui étreignit la poitrine et la gorge. « C'est vous qui me le demandez.
après ce qui s'est passé entre nous. Pas maintenant, sans doute, mais naguère, à Moscou. Nous avions décidé, vous m'aviez promis, dit Irène. Je n'ai rien promis, s'écria-t-il. Excusez la rudesse de mes paroles, mais vous exigez la vérité. Jugez donc vous-même. N'est-ce pas à une coquetterie, que j'avoue ne pas comprendre, n'est-ce pas au désir de constater une fois de plus votre influence sur moi, que je puis attribuer votre... je ne sais comment dire, votre insistance? Nos routes sont maintenant si différentes. J'ai tout oublié. Je suis devenue un autre homme. Vous êtes mariée, heureuse, du moins en apparence. Vous jouissez dans le monde d'une position enviable. Pourquoi donc ce rapprochement? Nous ne pouvons plus nous comprendre l'un l'autre. Il n'y a plus rien entre nous de commun, ni dans le passé, ni dans l'avenir, et particulièrement dans le passé. Litvinov prononça toutes ces phrases à la hâte, par saccades, sans tourner la tête. Irène ne bougeait pas. Seulement, de temps en temps, elle lui tendait imperceptiblement les mains. Elle semblait le supplier de s'arrêter, de l'écouter, et à ces derniers mots, elle se mordit la lèvre inférieure comme sous l'effet d'une douleur brutale. « Grégoire Mikhaïlitch, » reprit-elle d'une voix qui semblait plus calme, en s'écartant davantage de l'allée où se trouvaient encore quelques rares promeneurs. « Grégoire Mikhaïlitch, croyez-moi, si j'avais pu imaginer que j'avais conservé sur vous une ombre d'influence, j'aurais été la première à vous éviter. Si je ne l'ai pas fait, si je me suis décidée, malgré mes fautes passées, à renouer avec vous, c'est parce que... répéta presque durement Litvinov. Parce que, reprit Irène avec une subite énergie, je n'en pouvais plus, j'étouffais dans ce monde, dans la position enviable dont vous me parlez. Parce que, en rencontrant un homme vivant au milieu de tous ces mannequins, vous avez pu en voir l'autre jour quelques échantillons au vieux château, il m'a fait l'effet d'une source dans un désert. Et vous m'appelez coquette, vous me soupçonnez, vous me repoussez sous le prétexte que j'ai été, en effet, coupable envers vous, et encore davantage envers moi-même. Vous avez vous-même choisi votre destin, Irène Pavlovna, répondit d'un air farouche Litvinov, toujours sans détourner la tête. Moi-même, je ne me plains pas, je n'ai pas le droit de me plaindre, s'empressa de reprendre Irène, que la sévérité même de Litvinov semblait soulager. Je sais que vous devez me condamner, je ne me justifie pas. Je tiens seulement à vous faire comprendre mes sentiments, à vous convaincre qu'il n'y a pas maintenant en moi de coquetterie. Faire la coquetterie avec vous, cela n'a pas le sens commun. Quand je vous ai vu, tout ce que j'avais de bon, de jeune, s'est réveillé en moi. Le temps où je n'avais pas encore choisi mon destin. Tout ce qui s'est passé durant cette époque radieuse, avant ces 10 ans. Mais permettez, Irène Pavlovna, si je ne me trompe, le début de l'époque radieuse de votre existence date précisément du moment de notre séparation? Irène approcha son mouchoir de ses lèvres. Ce que vous me dites là est dur, Grégoire Mikhaïlitch, mais je ne puis me fâcher contre vous. Oh non, ce temps n'a pas été heureux. Ce n'est pas pour mon bonheur que j'ai quitté Moscou. Je n'ai pas connu une seule minute de bonheur. Pas une seule, croyez-moi, quoi qu'on ait pu vous conter. Si j'étais heureuse, pourrais-je vous parler comme je le fais maintenant? Je vous le répète, vous ne savez pas ce que sont ces hommes. Ils ne comprennent rien, ils ne sentent rien, ils n'ont pas même d'esprit, ni intelligence, mais seulement de la ruse et de l'adresse. La musique, la poésie, les beaux-arts leur sont absolument étrangers. Vous me direz que j'étais moi-même assez indifférente à tout cela. Cependant, pas à ce degré, Grégoire Mikhaïlitch, pas à ce degré.
Ce n'est pas une femme du monde qui est devant vous. Un seul coup d'œil vous le prouverait, si vous vouliez seulement me regarder. Ce n'est pas une lionne, car c'est ainsi, paraît-il, qu'on nous nomme, mais une créature malheureuse, digne en vérité de compassion. Ne soyez pas surpris de mes paroles. Ma fierté est morte à présent. Je vous tends la main comme une misérable. Comprenez enfin cela. Comme une misérable. Je demande l'aumône, ajouta-t-elle avec une involontaire et irrésistible véhémence. Je demande l'aumône. Et vous... La voix lui manqua. Litvinov releva la tête et la regarda. Sa respiration était haletante. Ses lèvres tremblaient. Il sentit battre son cœur, et la colère qu'il avait ressentie disparut. « Vous dites, continua Irène, que nos voix sont différentes. Je sais que vous vous mariez par inclination, vous avez déjà tiré des plans pour toute votre vie. Mais nous ne sommes pas devenus si étrangers l'un à l'autre, Grégoire Mikhaïlitch. Nous pouvons encore nous comprendre. Supposez-vous que je me sois endurcie, que je me sois finalement embourbée dans ce marais? Ne croyez pas cela de grâce. Laissez-moi un peu apaiser mon cœur, ne serait-ce qu'au nom de ces jours d'autrefois que vous ne voulez pas oublier. Faites en sorte que notre rencontre ne soit pas stérile. Je ne demande que peu, très peu. Je ne demande qu'un peu de sympathie. Je demande seulement que vous ne me repoussiez pas, que vous me laissiez un peu apaiser mon cœur. Irène se tut. On sentait des larmes dans sa voix. Elle soupira et tendit la main. Litvinov la prit, avec lenteur, et la pressa faiblement. « Soyons amis, » murmura Irène. « Amis » répéta mélancoliquement Litvinov. « Oui, amis, et si c'est trop exigé, ayons du moins de bonnes relations, comme si rien n'était jamais arrivé. »« Comme si rien n'était arrivé ?» répéta Litvinov. « Vous venez de me dire, Irène Pavlovna, que je ne voulais pas oublier les jours d'autrefois. Et si je ne pouvais les oublier ?» Un rapide sourire effleura le visage d'Irène, mais il fut immédiatement remplacé par une expression préoccupée, presque effrayée. « Faites comme moi, Grégoire Mikhaïlitch, ne vous rappelez que le bien. Donnez-moi seulement votre parole d'honneur. » « De quoi ? De ne pas me fuir, de ne pas me blesser inutilement. Vous me le promettez ? » « Oui. » « Et vous chasserez de votre tête toute mauvaise pensée. » « Oui, mais je ne puis toujours pas vous comprendre. »« Cela n'est pas nécessaire. Du reste, attendez, vous me comprendrez. Vous me promettez ? » « Je l'ai déjà dit, oui. »« Merci. Faites-y attention, je suis habituée à vous croire. Je vous attendrai, aujourd'hui et demain. Je ne sortirai pas. Maintenant, je dois vous laisser. La duchesse se promène dans l'allée, elle m'a vue, je dois l'aborder. Au revoir. Donnez-moi vite votre main, vite, vite, au revoir. » Et après avoir serré la main de Litvinov, Irène se dirigea vers une personne entre deux âges, qui, d'un air majestueux, marchait à pas compter sur le sable de l'allée, suivie de deux dames et d'un laquais à livrée éclatante. « Eh bonjour, chère madame !» dit la duchesse, quand Irène se fut respectueusement approchée d'elle. « Comment allez-vous aujourd'hui ? Venez un peu avec moi. »« Votre Altesse a trop de bonté, » répondit Irène d'une voix insinuante. Chapitre XIV. Litvinov laissa la duchesse s'éloigner avec sa suite et sortit aussi de l'allée. Il ne pouvait se rendre compte de ce qu'il éprouvait. Il ressentait de la honte, de l'effroi, mais en même temps sa vanité était flattée. L'explication d'Irène l'avait pris au dépourvu. Ses paroles ardentes, précipitées, étaient tombées sur lui comme une grêle. « Sont-elles étranges, ces femmes du grand monde ?» pensait-il.
Sont-elles inconséquentes? Sont-elles gâtées par le cercle dans lequel elles vivent et dont elles sentent elles-mêmes l'inanité? En réalité, il ne faisait que machinalement répéter ces lieux communs pour chasser d'autres pensées, plus effrayantes. Il sentait qu'il ne fallait pas, en ce moment, s'abandonner sérieusement à la réflexion, car il aurait probablement été amené à se trouver coupable. Il marchait à pas lents, s'efforçant de concentrer son attention sur ce qui l'entourait. Tout à coup, il se trouva près d'un banc, vit des jambes, leva la tête. Ces jambes appartenaient à un homme lisant un journal, et cet homme était Potouguine. Litvinov poussa une légère exclamation. Potouguine posa le journal sur ses genoux et regarda attentivement, sans sourire, Litvinov, qui le regarda de même. « Peut-on s'asseoir à côté de vous ?» dit-il enfin. « Asseyez-vous, faites-moi ce plaisir. Seulement je vous préviens qu'il ne faut pas vous fâcher si vous entamez avec moi une conversation. Je me sens dans les dispositions les plus misanthropiques. Tout m'apparaît d'une laideur exagérée. »« Ce n'est rien, Sozont Ivanitch, » répondit Litvinov en prenant place sur le banc. « Cela vient même fort à propos. Mais d'où vous vient cette humeur ?»« Elle n'a pas à proprement parler de motif, » dit Potouguine. « Au contraire, je viens de lire dans le journal le projet d'une réforme judiciaire en Russie, et je vois avec une sincère satisfaction que nous avons enfin du bon sens, que nous n'avons plus l'intention, sous prétexte d'indépendance, d'esprit national ou d'originalité, de raccrocher à la pure et évidente logique européenne un petit appendice de notre cru. Sans marchander, nous empruntons ici à l'étranger ce qu'il a de bon. C'est assez d'avoir fait des concessions de ce genre lors de l'émancipation. Tirez-vous-en maintenant comme vous pourrez avec la communauté de biens que nous avons établie. Sûrement, je n'ai pas lieu d'avoir de l'humeur. Mais pour mon malheur, j'ai rencontré un diamant brut. J'ai causé avec lui, et tous ces diamants bruts, tous ces fanfarons me troubleront jusque dans la tombe. « De quel diamant parlez-vous » demanda Litvinov. « Mais vous savez, de ce gros monsieur qu'on voit ici et qui s'imagine qu'il est un musicien de génie. »« Sans doute, dit-il, je ne suis qu'un zéro, parce que je n'ai pas étudié, mais j'ai, sans comparaison, plus de mélodies et d'idées que Meyerbeer. » En premier lieu, avais-je envie de lui répondre, « Pourquoi n'as-tu pas étudié ?» Et en deuxième lieu, sans parler de Meyerbeer, chez le dernier joueur de flûte allemand, faisant modestement sa partie dans le dernier orchestre d'Allemagne, il y a 20 fois plus d'idées que chez tous nos soi-disant diamants bruts. Seulement ce joueur de flûte garde pour lui ses idées et n'en importune pas la patrie des Mozart et des Haydn, tandis que notre fanfaron, dès qu'il a composé la moindre valse ou la moindre romance, les mains dans les poches et un sourire de mépris à la bouche, se déclare un génie. Le même manège se répète pour la peinture, pour tous les domaines. Ah, ces diamants bruts, j'en ai par-dessus la tête. Ne serait-il pas temps de jeter aux orties toutes ces vantardises, ces mensonges? Personne ne meurt de faim en Russie, nulle part on ne voyage plus vite, nous sommes assez nombreux pour enterrer nos ennemis sous nos bonnets. On me parle toujours de la riche nature russe, de notre instinct supérieur, de Koulibine. Mais où vont-ils chercher ces richesses? Je n'entends que le bégaiement de l'homme qui se réveille. Je n'observe rien de plus qu'un peu de débrouillardise. De l'instinct. Il y a bien de quoi se pavaner. Prenez une fourmi dans le bois. Portez-la à une verste de sa fourmilière, elle en retrouvera le chemin. L'homme ne peut rien faire de pareil. Est-ce à dire qu'il est inférieur à la fourmi? L'instinct, quand il serait porté au suprême degré, n'est pas ce qui distingue l'homme. Ce qui le distingue, c'est le bon sens, le simple bon sens, l'authentique bon sens,
Voilà notre apanage, notre juste motif d'orgueil. Quant à Coulibine, qui sans connaître la mécanique fabriqua sa très mauvaise horloge, je leur ai fait exposer son horloge sur un pilori avec cette inscription: voyez, braves gens, comme il ne faut pas travailler. Coulibine n'est pas coupable, mais son œuvre ne vaut pas un clou. Faites l'éloge du couvreur Telouchkine pour la hardiesse et l'agilité qu'il a mise à monter, sans échafaudage, à l'aiguille de l'amirauté. Je le veux bien. Mais ne hurlez pas qu'il a fait un pied de nez aux architectes allemands, qui ne sont bons qu'à empocher de l'argent. Il ne leur a pas fait de pied de nez. Il a bien fallu recourir à eux pour achever de réparer l'aiguille après qu'elle a été démontée. Pour l'amour de Dieu, ne répandez pas en Russie l'idée que l'on peut parvenir à quelque chose sans avoir rien appris. Non, même si l'on est supérieurement intelligent, il faut apprendre, en commençant par l'alphabet. Sinon, il faut se taire et rester tranquille. Ouf, j'en ai chaud. Potouguine ôta son chapeau et s'éventa avec son mouchoir. Les beaux-arts, reprit Potouguine, les beaux-arts russes. Je connais l'arrogance russe, je connais l'impuissance russe, mais Dieu me pardonne, je n'ai jamais rencontré les beaux-arts russes. 20 années durant, on s'est tenu agenouillé devant Brioulov, devant cette nullité prétentieuse, et on s'est imaginé qu'il s'était formé chez nous une école supérieure à toutes les autres. Les beaux-arts russes. Cependant, permettez, Sozont Ivanitch, remarqua Litvinov. N'admettez-vous pas même Klinka? Potouguine se gratta l'oreille. Les exceptions, vous le savez, ne font que confirmer la règle. Dans le cas même que vous me citez, nous n'avons pas encore pu nous garder de fanfaronner. Si l'on s'était borné, par exemple, à dire que Klinka fut un musicien remarquable, que les circonstances et ses propres fautes ont empêché de devenir le fondateur de l'opéra russe, personne ne le contesterait. Mais non, impossible de rester dans la mesure. Incontinent, il a fallu l'élever au rang de général en chef, de maréchal de l'art musical, prétendre que les autres nations n'ont rien de pareil. Pour preuve, on vous cite quelques grands génies du cru dont les sublimes productions ne sont qu'une pitoyable imitation des compositeurs étrangers de second ordre. De second ordre, remarquez-le bien, car ceux-là sont les plus faciles à imiter. Rien de pareil. Ô malheureux barbares, qui comprennent la perfection dans l'art, comme le faisait ce saltimbanque nommé Rapot. Un Hercule étranger soulève d'une main 6 poids, le nôtre 20. Vous voyez, les autres n'ont rien de pareil. Je prends la liberté de vous communiquer un souvenir qui ne me sort pas de la tête. J'ai visité ce printemps le Crystal Palace, à Londres. On y a réuni, comme vous le savez, des spécimens de toutes les inventions pour constituer une sorte d'encyclopédie de l'humanité. Je me suis promené au milieu de toutes ces machines, de tous ces instruments, de toutes ces statues de grands hommes, et j'ai été saisi par cette pensée. Si tout à coup une nation venait à disparaître de la surface du globe, et si en même temps disparaissait de ce musée tout ce que cette nation a inventé, notre mère patrie, l'orthodoxe Russie, pourrait s'enfoncer dans un gouffre sans ébranler un seul clou, sans déranger une seule épingle. Tout resterait paisiblement à sa place, car le samovar, les chaussures d'écorce, le knout, nos plus importants produits, n'ont même pas été inventés par nous. La disparition des îles Sandwich produirait plus d'effet. Ces indigènes ont inventé je ne sais quelle lance et quelle pirogue. Les visiteurs remarqueraient leur absence. Nos vieilles inventions sont venues de l'Orient. Les nouvelles, nous les avons empruntées, en les défigurant, à l'Occident. Et nous continuons à discuter de l'originalité de nos arts, de notre industrie nationale.
Quelques jeunes gens ont même découvert une science russe, une arithmétique russe. 2 et 2 font bien 4, chez nous comme ailleurs, mais plus crânement, paraît-il. « Attendez, Sozont Ivanitch !» s'écria Litvinov. « Nous envoyons tout de même quelque chose aux expositions universelles, et l'Europe s'approvisionne aussi chez nous. »« Oui, elle prend chez nous les matières brutes. Mais remarquez, monsieur, que ces matières brutes ne sont généralement bonnes que par suite de détestables circonstances. Notre soie de cochon, par exemple, est longue et forte, parce que l'animal est chétif. Notre cuir est solide et épais, parce que les vaches sont maigres. Le suif est gras, parce qu'on y laisse des lambeaux de chair. Du reste, pourquoi m'étendrais-je là-dessus? Vous vous occupez d'agriculture, vous savez tout cela mieux que moi. On me parle des aptitudes russes. Eh bien, voilà nos propriétaires qui se plaignent amèrement et subissent d'immenses pertes parce qu'il n'existe pas de machine à sécher qui les délivre de la nécessité de mettre leurs gerbes dans des fours, comme du temps de Riourik. Ces fours causent un déchet effrayant et brûlent sans cesse. Les propriétaires se lamentent, et il n'y a toujours pas de machine à sécher. Pourquoi n'y en a-t-il pas? Parce que l'Allemand n'en a pas besoin. Il bat son blé humide, et par conséquent n'a pas à se préoccuper de cette invention dont nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas même capables de cela. À partir d'aujourd'hui, dès que j'apercevrai quelque part un de ces diamants bruts, un de ces génies autodidactes, je lui crierai aussitôt « Halte là! Où est la machine à sécher ?» Il s'en souvient bien. Ramasser un soulier éculé, tombé depuis longtemps des pieds de Saint-Simon ou de Fourier, se le poser respectueusement sur la tête et le porter comme une relique, voilà de quoi nous sommes capables. Bricoler un petit article sur l'importance historique et contemporaine du prolétariat dans les principales villes de France, cela nous pouvons le faire aussi. Mais un jour, j'ai essayé de proposer à l'un de ces écrivains et économistes politiques, du genre de M. Vorochilov, de me nommer 20 villes de cette même France. Et savez-vous ce qui est arrivé? Il est arrivé que, pour compléter le chiffre, l'économiste politique s'est trouvé réduit à me nommer Montfermeil, dont il s'est souvenu grâce à un roman de Paul de Kock. Il me revient d'ailleurs en mémoire une anecdote. J'entrais un jour dans un bois avec un fusil et un chien. « Vous êtes donc chasseur ?» demanda Litvinov. « Je tire un peu. J'allais chercher des bécasses dans un marais fréquenté, m'avait-on dit, par les chasseurs. J'entre donc dans un bois que des marchands avaient acheté pour l'abattre. Comme d'habitude, ils y avaient construit une maisonnette, une sorte de comptoir. J'y arrive. Sur le seuil se tient un commis, robuste et tout jeune, qui ricane de je ne sais quoi. Je lui demande « Où est le marais et y trouve-t-on des bécasses ?»« Venez, venez, me dit-il aussitôt avec une expression de joie, comme si je lui avais donné un rouble. Ce marais est superbe, il abonde en toute espèce d'oiseaux sauvages, au point qu'on ne sait quoi en faire. Je suivis ses indications, et non seulement je ne vis aucun oiseau sauvage, mais je m'aperçus que le marais était depuis longtemps desséché. Eh bien, faites-moi le plaisir de me dire pourquoi le Russe ment toujours, le commis comme l'économiste politique. » Litvinov ne répondit rien et se contenta de soupirer. « Entamez une conversation avec notre économiste, » continua Poutougine, « sur les problèmes les plus ardus des sciences sociales. Vu de haut, sans fait positif. Brrr, il part aussitôt comme un oiseau dont on a délié les ailes. Un jour, j'ai pourtant réussi à attraper un de ces oiseaux. Je m'étais servi, comme vous allez voir, d'un excellent appât. Je discutais avec un jeune homme, une de nos gloires du jour, de diverses questions, comme ils le disent. Ainsi qu'à l'ordinaire, il se fâchait beaucoup.
Il niait, entre autres, le mariage avec une obstination tout à fait puérile. Je lui soumis quelques arguments, mais c'était comme si j'eusse parlé à un mur. Je désespérais de l'aborder d'aucun côté, lorsqu'une heureuse idée me traversa l'esprit. « Veuillez me permettre de vous faire une observation, lui dis-je. Avec ces blancs-becs, il faut toujours se montrer respectueux. Car vous m'étonnez beaucoup, monsieur. Vous vous occupez de sciences naturelles, et jusqu'à présent vous n'avez pas porté votre attention sur le phénomène suivant. Tous les animaux carnassiers et pillards, les oiseaux de proie, tous ceux qui vivent de leur chasse, travaillent à procurer de la nourriture à leurs petits comme à eux-mêmes. Or, vous classez l'homme parmi ces animaux ? Sans doute, répliqua mon brillant sujet. L'homme n'est en général qu'un animal carnassier. Et pillard, ajoutai-je. Et pillard, affirma-t-il. C'est parfaitement dit, poursuivis-je. Je m'étonne donc que vous n'ayez pas remarqué que tous ces animaux observent la monogamie. Le jeune homme sursauta. Comment cela? Mais très simplement. Voyez le lion, le loup, le renard, le vautour. Comment pourraient-ils se conduire autrement, si vous voulez bien y penser? C'est à peine s'ils peuvent à deux nourrir leurs petits. Il en devint rêveur. Dans ce cas, reprit-il, l'exemple de l'animal n'est plus valable pour l'homme. Ici, je le qualifiai d'idéaliste. Il en fut tellement mortifié qu'il faillit fondre en larmes. Je fus obligé de le calmer, de lui promettre que je n'en dirais rien à ses camarades. Mériter l'appellation d'idéaliste, ce n'est pas une bagatelle. Voyez-vous, monsieur, la jeunesse d'aujourd'hui fait une erreur de calcul. Elle s'est imaginé que l'époque du travail obscur, souterrain, était passée, qu'il était bon pour nos vieux pères de gratter comme des taupes, que ce rôle est pour eux trop humiliant. Il leur faut agir en plein air. Agir, chère petite colombe. Leurs enfants même n'agiront pas encore, et quant à eux, qu'ils regagnent le terrier pour y continuer l'œuvre sourde de leurs vieux pères. Il y eut un moment de silence. Quant à moi, monsieur, reprit Potugin, non seulement je suis persuadé que nous devons à la civilisation tout ce que nous possédons de science, d'industrie, de justice, mais encore j'affirme que le sentiment même du beau et de la poésie ne peut naître et se développer que sous l'influence de cette civilisation, que ce qu'on appelle esprit national et création populaire n'est que niaiserie et absurdité. On distingue jusque dans Homère les germes d'une civilisation riche et raffinée. L'amour même s'épure à son contact. Les slavophiles me pendraient volontiers pour de pareilles hérésies, s'ils n'avaient le cœur tendre, mais je n'en démordrai pas. Et madame Kokhanovsky aura beau m'offrir ces idylles où la simple nature slave est tellement glorifiée, je n'irai pas flairer de son extrait de moujik russe, parce que je n'appartiens pas à cette haute société, qui éprouve de temps en temps le besoin de se faire croire à elle-même qu'elle n'est pas complètement franchisée, et pour l'usage exclusif de laquelle on compose en littérature en cuir de Russie. Je le répète, sans civilisation, pas de poésie. Voulez-vous un aperçu de l'idéal poétique du Russe primitif? Ouvrez un recueil de nos légendes. L'amour ne s'y manifeste jamais que comme la conséquence d'un charme, d'un sort. Il est produit par la liqueur de l'oubli. On en compare l'effet au gel ou un dessèchement. Ce qu'on appelle notre littérature épique, seule parmi toutes les autres d'Europe et d'Asie, ne fournit pas un couple typique d'êtres qui s'aiment, si on exclut Vania et Tania. Le héros de la Sainte Russie fait toujours connaissance avec celle que le sort lui destine en la battant. Il la bat de sa main sans merci, et on vous explique que c'est pour cela que le sexe féminin est gonflé. Mais je ne veux pas discourir à ce sujet.
je prendrai uniquement la liberté d'attirer votre attention sur la peinture que fait du jeune premier le slave primitif non civilisé. Voyez, le jeune premier s'avance, il s'est fait faire une pelisse de martre piquée sur toutes les coutures, une ceinture de soie bigarrée prend sa taille sous les aisselles, ses mains sont enfouies dans ses manches. Le collet de sa pelisse, plus haut que son chef, cache par devant son visage merveille et par derrière son col blanc. Son chapeau est planté sur une oreille, des bottes de maroquin enveloppent ses jambes. Elles se relèvent en pointe d'haleine, et leurs talons sont si hauts qu'un moineau passerait, ailes déployées, sous le milieu de la botte. Ce fier à bras s'avance d'une démarche pressée, à petits pas chaloupés, comme le font nos garçons de restaurant, semblant n'avoir plus une articulation intacte. Voilà le nec plus ultra du goût russe. Voilà l'idéal poétique du russe non civilisé. Eh bien, ce modèle est-il joli? Offre-t-il beaucoup de matériaux pour le peintre et le sculpteur? Et la jeune fille qui captive le jeune homme et qui a un teint de lièvre? Mais il me semble que vous ne m'écoutez pas. Litvinov tressaillit. Il n'écoutait pas, en effet, ce que lui disait Potougine. Il songeait obstinément à Irène, à leur dernière entrevue. « Excusez-moi, Sozont Ivanitch, dit-il, mais j'ai à vous renouveler ma question sur... Sur Madame Ratmirov. » Potougine plia son journal et l'enfonça dans sa poche. « Vous voulez encore savoir comment j'ai fait sa connaissance ? » Non, ce n'est pas cela. Je voudrais avoir votre opinion sur le rôle qu'elle a joué à Pétersbourg. Quel a été ce rôle en définitive? Je ne sais vraiment que vous dire, Grégoire Mikhaïlitch. Je me suis trouvé en relation assez intime avec Madame Ratmirov, mais cela a été le fruit du hasard et a duré peu de temps. Je n'ai pas pénétré dans son monde. Ce qui s'y passe m'est inconnu. J'ai bien entendu dire plusieurs choses, mais vous le savez, les commérages ne sont pas l'affaire des seuls cercles démocratiques, et cela m'intéressait peu. Cependant, je m'aperçois, ajouta-t-il après un moment de silence, qu'elle vous préoccupe. Oui, nous avons causé ensemble 2 fois, assez franchement. Je me demande toutefois si elle est sincère. Potougine baissa les yeux. Quand elle s'emporte, elle est sincère, comme toutes les femmes passionnées. Parfois, l'orgueil l'empêche aussi de mentir. Elle est orgueilleuse? Je la supposais plutôt capricieuse. Orgueilleuse comme le démon, mais ce n'est rien. Il m'a paru qu'elle exagérait quelquefois. Ce n'est rien, là encore, elle n'en est pas moins sincère. Mais où prétendez-vous chercher la vérité? Les meilleures de ces dames sont gangrénées jusqu'à la moelle des os. Mais, Sozont Ivanitch, souvenez-vous, ne l'avez-vous pas appelée vous-même votre amie? Ne m'avez-vous pas conduit chez elle presque de force? C'est-à-dire, elle m'a prié de vous amener. Je me suis dit, pourquoi pas? Et quant à l'amitié, oui, je suis réellement son amie. Elle n'est pas sans qualité. Elle est bonne, c'est-à-dire généreuse, c'est-à-dire qu'elle donne aux autres ce qui ne lui est pas tout à fait nécessaire. Du reste, vous devez la connaître aussi bien que moi. J'ai connu Irène Pavlovna il y a 10 ans. Depuis ce temps... Ah, Grégoire Mikhaïlitch, que dites-vous? Est-ce que le caractère change? Tel on est au berceau, tel on descend au tombeau. Peut-être... Ici Potougine se courba encore davantage. Peut-être craignez-vous de tomber entre ses mains. C'est possible, mais peut-on ne tomber entre les mains de personne? Litvinov eut un sourire forcé. Vous croyez? On ne peut y échapper, l'homme est faible, la femme est tenace, le hasard est tout-puissant. Se résigner à une vie insipide est difficile. S'y résigner complètement est impossible. Et ici, il y a beauté et sympathie,
Chaleur et lumière, comment s'y dérober? On s'élance comme un enfant vers sa bonne. Ensuite viennent sans doute, comme à l'ordinaire, le froid, les ténèbres, le vide, et puis on se déshabitue de tout, on cesse de comprendre quoi que ce soit. D'abord, on ne comprend plus qu'on puisse aimer. Enfin, on ne comprend même plus comment on peut vivre. Litvinov regarda Potugin. Il lui sembla qu'il n'avait encore jamais rencontré un être à ce point isolé et malheureux. Sombre, livide, la tête inclinée sur la poitrine, les mains croisées sur les genoux, il était immobile et souriait d'un air abattu. Litvinov eut pitié de cet original, pauvre, bilieux, honnête. « Irène Pavlovna, reprit-il à mi-voix, m'a parlé, entre autres, d'une de ses plus chères amies, qu'on appelait, si je ne me trompe, Bielski ou Dolski. » Potugin fixa sur Litvinov son regard morne. « Ah, dit-il d'une voix sourde, elle vous a parlé? Eh bien, quoi? Du reste, ajouta-t-il en bâillant d'une manière forcée, il est temps que je retourne à la maison. Je dois déjeuner. Adieu. » Il sauta de son banc et s'éloigna rapidement, avant que Litvinov eût le temps de prononcer un mot. Le dépit remplaça en lui la compassion. Dépit, bien entendu, contre lui-même. Il avait en horreur toute espèce d'indiscrétion. Il avait voulu exprimer à Potugin sa sympathie, et au lieu de cela, il n'avait fait qu'une maladroite allusion. Il rentra à son hôtel avec un secret mécontentement sur le cœur. Gangrénée jusqu'à la moelle des os, pensa-t-il pendant quelque temps. Orgueilleuse comme un démon, elle, cette femme qui est presque tombée à mes genoux, orgueilleuse et pas capricieuse. Litvinov essaya, mais sans succès, d'éloigner de son esprit l'image d'Irène. Il ne voulait pas songer à sa fiancée. Il sentait qu'elle n'aurait pas ce jour-là le dessus. Il résolut d'attendre, sans s'émouvoir davantage, le dénouement de toute cette étrange histoire. Ce dénouement ne pouvait tarder, et Litvinov ne doutait pas qu'il ne fût des plus innocents et des plus naturels. Il en décida ainsi, mais cependant l'image d'Irène ne le quittait pas, et chacune de ses paroles lui revenait obstinément en mémoire. Le garçon lui apporta un billet ainsi conçu. « Si vous ne faites rien ce soir, venez. Je ne serai pas seul, j'aurai du monde, et vous pourrez voir de plus près notre société. J'ai grande envie que vous la voyiez. J'ai le pressentiment qu'elle se montrera dans tout son éclat. Il faut que vous sachiez quel air je respire. Venez, je serai heureuse de vous voir, et vous ne vous ennuierez pas. Prouvez-moi que notre explication d'aujourd'hui a rendu désormais impossible tout malentendu. Votre dévoué, I. » Litvinov mit un habit, une cravate blanche, et se rendit à l'invitation. « Tout cela n'est pas grave, » se répétait-il en chemin. « Pourquoi ne pas les examiner? Ils sont curieux. » Peu de jours auparavant, ce n'était pas un sentiment de curiosité, mais de répugnance que ce même monde lui inspirait. Il marchait à pas précipités, le chapeau sur les yeux, un sourire forcé sur les lèvres. Bambaïev, assis devant le café Weber, le montrant de loin à Vorochilov et à Pitchalkine, s'écria solennellement « Voyez-vous cet homme? C'est une pierre, c'est un roc, c'est du granit. » Chapitre 15. Litvinov trouva chez Irène un assez grand nombre d'invités. Dans un coin étaient assis à une table de jeu 3 des généraux du pique-nique, l'obèse, l'irascible et le doucereux. Ils jouaient au whist avec un mort, et il n'y a pas de mots pour décrire la gravité avec laquelle ils distribuaient les cartes, ramassaient les levées,
entraient en trèfle, en carreau. Vraiment, ils étaient des hommes d'État. Laissant aux roturiers et aux bourgeois les plaisanteries qui accompagnent ordinairement le jeu, messieurs les généraux ne prononçaient que les mots sacramentels. Il n'y avait que l'obèse qui se permit, entre deux levées, de proférer énergiquement « ce satané as de pique ». Parmi les dames, Litvinov reconnut celle qui avait fait partie du pique-nique, mais il y en avait d'autres qu'il n'avait jamais vues. Il y en avait une si vieille qu'on avait peur qu'elle ne tombât en poussière. Elle étalait des épaules décolorées, effrayantes, livides, et la bouche cachée par son éventail, elle lorgnait langoureusement Ratmirov avec des yeux de trépassé. Celui-ci était auprès d'elle, aux petits soins. On avait pour elle beaucoup de considération dans le grand monde, car elle était la dernière demoiselle d'honneur de l'impératrice Catherine. À la fenêtre, costumée en bergère, était assise la comtesse Ch, la reine des guêpes, entourée de jeunes gens, parmi lesquels se distinguait, par son air arrogant, son crâne aplati et l'expression brutale de sa figure, digne d'un clan de Boukhara ou d'un Héliogabal, le célèbre millionnaire, le beau Finikov. Une autre dame, également comtesse, plus connue sous le petit nom de Lise, conversait avec un spirit blond, blafard, à longs cheveux. À côté de lui se tenait un monsieur également très pâle et portant une longue chevelure. Il souriait d'un air important. Au spiritisme, il ajoutait le don des prophéties et expliquait avec une égale facilité l'Apocalypse et le Talmud. Aucune de ses prédictions ne s'était réalisée, mais cela ne l'embarrassait guère, et il continuait à prophétiser. Au piano était installé le diamant brut qui agaçait tant Potougine. D'une main distraite, il frappait des accords en regardant négligemment autour de lui. Irène était sur un divan, entre le prince Coco et madame X, ancienne beauté et femme d'esprit, aussi dévote que méchante. Mais l'huile de sacristie avait délayé le vieux venin. En voyant Litvinov, Irène rougit, se leva, et lorsqu'il s'approcha, lui serra vivement la main. Elle portait une robe de crêpe noire et de discrets bijoux dorés, qui faisaient ressortir encore davantage la blancheur de son teint. Son visage respirait le triomphe de la beauté, et elle n'était pas seulement belle. Une joie secrète, presque railleuse, brillait dans ses yeux à demi fermés, frémissait au coin de ses lèvres et de ses narines. Ratmirov s'approcha de Litvinov, et après avoir échangé avec lui quelques banalités qui n'étaient pas empreintes de son enjouement habituel, il le présenta à plusieurs dames, à la vieille ruine, à la reine des guêpes, à la comtesse Lise. Elles l'accueillirent avec assez de bienveillance. Litvinov n'appartenait pas à leur cercle, mais il n'était pas mal. Ses traits expressifs et sa jeunesse attirèrent leur attention. Il ne sut pas profiter de cette bonne disposition. Il était déshabitué du monde, il ne se sentait pas à l'aise, et de plus, il était gêné par le regard insistant du gros général. « Ah, Pékin, libre penseur !» semblait lui dire ce lourd regard. « Te voilà donc faufilé chez nous. Faut-il te donner la main à baiser ?» Irène vint au secours de Litvinov. Elle s'arrangea si adroitement qu'il se trouva casé dans un petit coin, auprès de la porte, un peu derrière elle. Chaque fois qu'elle lui adressait la parole, elle était obligée de se retourner, et chaque fois, il était ébloui par la jolie courbe de son cou étincelant, enivré par le parfum de sa chevelure. L'expression d'une reconnaissance profonde n'abandonnait pas le visage d'Irène. Il ne pouvait s'y méprendre. Oui, il s'agissait bien de reconnaissance, et il se sentait frémir de bonheur et de joie.
Irène semblait continuellement vouloir lui dire « Eh bien, comment les trouvez-vous » Litvinov croyait presque l'entendre lui poser cette question, particulièrement lorsqu'un des assistants disait ou commettait quelque sottise, ce qui arriva à de nombreuses reprises pendant la soirée. Une fois même, Irène n'y tint plus et éclata de rire. Très superstitieuse et portée sur le merveilleux, la comtesse Lise, après avoir longuement parlé de Hume avec le spirit blond, finit par lui demander s'il existait des animaux sensibles au magnétisme. « Il en existe au moins un !» s'écria du bout de salon le prince Coco. « Vous connaissez Milvanowski ? On l'endormit devant moi, et en une seconde il ronfla. »« Vous êtes très méchant, mon prince. Je parle de véritables animaux. Je parle des bêtes. »« Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête. »« Il y en a, déclara le spirit. Par exemple, les écrevisses sont très nerveuses et tombent facilement en catalepsie. » La comtesse montra un grand étonnement. « Comment, les écrevisses? Est-ce possible? Ah, c'est extrêmement curieux. Je voudrais bien voir cela. Monsieur Lougine, ajouta-t-elle en se tournant vers un jeune homme qui avait une figure de cire semblable à celle d'une poupée et portait des cols durs comme du marbre. Il était très fier d'avoir humecté ses cols à la poussière des cataractes du Niagara et du Nil, mais ne se rappelait de rien d'autre de tous ses voyages et n'aimait que les calembours russes. « Monsieur Lougine, soyez assez aimable pour nous procurer une écrevisse. » Monsieur Lougine s'inclina. « Faut-il la porter vivante ou vivement ?» La comtesse ne comprit pas. « Mais oui, une écrevisse, » répéta-t-elle. « Une écrevisse. »« Que se passe-t-il? Une écrevisse ?» demanda sévèrement la comtesse Ch. L'absence de M. Verdier l'irritait. Elle ne pouvait comprendre pourquoi Irène n'avait pas invité le plus délicieux des Français. La ruine, qui ne comprenait plus rien depuis longtemps, et qui de plus était sourde, branla aussi la tête d'un air désapprobateur. « Oui, oui, vous allez voir. Monsieur Lougine, je vous prie. » Le jeune voyageur salua, sortit et ne tarda pas à revenir, suivi d'un garçon qui, s'efforçant de ne pas rire, portait dans un plat une énorme écrevisse. « Voici, madame, » s'écria Lougine. « On peut maintenant procéder à l'opération de l'écrevisse. » Les Russes sont toujours les premiers à rire de leurs plaisanteries. « crut devoir faire le prince Coco en qualité de patriote et de protecteur des produits nationaux. Nous prions ici le lecteur de nous excuser. Qui peut répondre qu'assis dans un fauteuil du théâtre Alexandra et saisi par son atmosphère, qui peut répondre de n'avoir pas applaudi un calembour encore plus mauvais? « Merci, merci, dit la comtesse. Allons, allons, monsieur Fox, montrez-nous ça. » Le garçon posa le plat sur une table ronde. Une certaine agitation se fit dans le salon. Les coups s'allongèrent. Seuls les généraux à la table de jeu conservèrent leur solennelle impassibilité. Le spirit ébouriffa ses cheveux, fronça les sourcils et, s'approchant de la table, commença à promener ses mains en l'air. L'écrevisse s'agita, recula et souleva ses pinces. Le spirit redoubla ses mouvements, l'écrevisse continua les siens. « Mais que doit-elle donc faire ?» demanda la comtesse. « Elle doit rester immobile et se dresser sur sa queue, » répondit M. Fox avec un accent américain très prononcé, agitant convulsivement ses doigts sur le plat. Le magnétisme n'agissait point. L'écrevisse remuait de plus belle. Le spirit déclara qu'il n'était pas en veine et s'éloigna mécontent de la table. La comtesse entreprit de le consoler en l'assurant que M. Hume lui-même ne réussissait pas toujours.
Le prince Coco confirma ces paroles. L'amateur d'Apocalypse et de Talmud s'approcha furtivement de la table et voulut aussi tenter sa chance, faisant quelques brusques passes au-dessus de l'écrevisse, mais il ne réussit pas davantage. Il n'y eut pas de signe de catalepsie. On rapporta le garçon, qui remporta l'écrevisse. On l'entendit pouffer à peine la porte franchie. On rit beaucoup par la suite à la cuisine. Hubertus Russen. Le diamant brut, qui avait continué à plaquer des accords pendant l'opération de l'écrevisse, se bornant au mode mineur, car on ne sait pas ce qui peut agir sur les nerfs d'un crustacé. Le diamant brut joua son éternelle valse et fut bien entendu chaudement applaudi. Piqué d'émulation, le comte X, notre incomparable dilettante, voyez le premier chapitre, chanta une ritournelle de sa composition, entièrement empruntée à Offenbach. Son refrain badin, avec les paroles « Quel œuf, quel bœuf !» fit balancer de droite et de gauche presque toutes les têtes des dames. L'une d'elles frappa légèrement des mains, et aussitôt l'inévitable exclamation « Charmant, charmant !» s'échappa de toutes les lèvres. Irène échangea un coup d'œil avec Litvinov, et une expression railleuse apparut de nouveau sur son visage. Cette expression fut plus nette encore un moment après. Elle en vint même à prendre une nuance de joie maligne, lorsque le prince Coco, représentant et protecteur des intérêts nobiliaires, imagina de développer ses opinions devant le spirit. Il ne manqua naturellement pas l'occasion de glisser sa célèbre phrase sur l'ébranlement de la propriété russe, et ne ménagea pas non plus les démocrates. Le sang américain bouillonna chez le spirit. Il s'élança dans la discussion. Comme à l'ordinaire, le prince commença aussitôt à crier à gorge déployée, répétant sans cesse, au lieu de s'expliquer, « C'est absurde, cela n'a pas le sens commun !» Le riche Finikov se mit à dire des sottises, sans savoir à qui elle s'adressait. Le talmudiste génie, la comtesse Ch, elle-même se jeta dans la mêlée. Ce fut une cacophonie presque équivalente à celle qui avait eu lieu chez Goubariov. Il y manquait seulement de la bière et la fumée du tabac. Il est vrai que les acteurs portaient ici des costumes plus élégants. Ratmirov essaya de rétablir l'ordre. Les généraux manifestaient leur mécontentement. On entendait Boris répéter « Encore cette satanée politique !» Mais il n'y parvint pas, et un homme d'État du parti modéré, s'étant chargé de présenter le résumé de la question en peu de mots, subit une défaite complète. Il est vrai qu'il ânonnait et bredouillait tant, savait si peu saisir les arguments, laissait si parfaitement voir qu'il ne comprenait pas lui-même en quoi consistait la question, qu'on ne pouvait pas espérer un autre résultat. Irène excitait en sous-main les deux partis, les lançait l'un contre l'autre, en regardant Litvinov et en lui faisant de légers signes de tête. Lui, de son côté, semblait ensorcelé. Il n'entendait rien, mais attendait seulement que se tournent vers lui ses yeux magnifiques et qu'apparaisse encore ce tendre visage, gracieux, méchant, ravissant. À la fin, les dames se révoltèrent et exigèrent le silence. Ratmirov pria le dilettante de répéter sa ritournelle, et le diamant brut rejoua sa valse. Litvinov resta jusqu'après minuit et se retira le dernier. La conversation effleura, au cours de la soirée, énormément de sujets, évitant soigneusement tout ce qui présentait un peu d'intérêt. Après en avoir majestueusement terminé avec leur partie de cartes, les généraux y prirent part, tout aussi majestueusement. L'influence de ces hauts personnages se fit sentir aussitôt. On commença à parler des célébrités du demi-monde parisien, dont les noms et les talents se trouvèrent connus de tous. On parla de la dernière pièce de Sardou,
du roman d'Abou, de la Patti dans la Traviata. Quelqu'un proposa de jouer au secrétaire, mais cela ne prit pas. Les réponses n'avaient pas de sel, mais en revanche, beaucoup de fautes de grammaire. Le gros général raconta qu'il lui était arrivé une fois, à la demande « Qu'est-ce que l'amour ?» de répondre « Une colique remontée au cœur » et éclata immédiatement de son pesant rire. La ruine lui appliqua un coup d'éventail sur la main, mouvement énergique qui détacha de son front un morceau de fard blanc dont elle se plâtrait le visage. L'ancien bas-bleu fit mention des principautés slaves et de la nécessité de diffuser la propagande orthodoxe sur le Danube, mais elle ne rencontra pas d'écho. En somme, c'est sur qu'on discutait le plus volontiers. La reine des guêpes daigna elle-même raconter qu'elle avait vu des mains monter sur ses genoux et qu'elle avait mis à l'une d'elles sa propre bague. Irène pouvait triompher. Même si Litvinov avait fait plus attention à ce qui se disait autour de lui, il n'aurait pas récolté, dans ce bavardage sans suite ni animation, une seule parole sincère, une seule pensée judicieuse, un seul fait nouveau. Les cris même et les exclamations violentes manquaient de sincérité. Dans la calomnie non plus on ne sentait pas de passion. Ces gens qui semblaient gémir sur le sort de la patrie ne déploraient en réalité que la diminution probable de leurs revenus. La peur les prenait à la gorge, et des noms que la postérité n'oubliera pas étaient prononcés avec des grincements de dents. S'il y avait eu du moins une seule goutte d'eau vive sous tous ces décombres et ces balayures, quels oripeaux, quelle vaine fadaise, quelle vile futilité occupait toutes ces têtes, toutes ces âmes, et les occupait non seulement pendant cette soirée, non seulement dans le monde, mais chez eux, tous les jours, à chaque heure, dans toute l'étendue et la profondeur de leur existence. En définitive, quelle ignorance, quelle inintelligence de tout ce qui constitue et embellit la vie humaine. En prenant congé de Litvinov, Irène lui pressa de nouveau la main et lui murmura d'un ton significatif « Eh bien, êtes-vous content? En avez-vous assez vu? Est-ce joli ?» Il ne répondit rien et la salua très bas, en silence. Restée seule avec son mari, Irène voulut gagner sa chambre à coucher. Il l'arrêta. « Je vous ai beaucoup admirée ce soir, madame, » lui dit-il en fumant une cigarette appuyée sur la cheminée. « Vous vous êtes parfaitement moquée de nous tous. »« Pas plus cette fois-ci que les autres, » répondit-elle tranquillement. « Comment faut-il interpréter cela ?» demanda Ratmirov. « Comme vous voudrez. »« C'est clair. » Ratmirov secoua avec précaution, d'un mouvement de chat, la cendre de sa cigarette avec l'ongle de son petit doigt. « À propos, votre nouvelle connaissance, comment l'appelle-t-on déjà? Monsieur Litvinov? Il jouit sans doute de la réputation d'un homme de beaucoup d'esprit. » Au nom de Litvinov, Irène se retourna vivement. « Que voulez-vous dire ?» Le général sourit. « Il est toujours silencieux. On voit qu'il craint de se compromettre. » Irène sourit à son tour, seulement d'une toute autre façon. « Mieux vaut se taire que de parler comme quelques-uns. »« Attrape !» dit Ratmirov avec une feinte soumission. Plaisanterie à part, il a une figure très intéressante, une expression concentrée et en général une tournure... Ratmirov arrangea le nœud de sa cravate. « Oui, continua-t-il, je présume que c'est un républicain dans le genre de votre autre ami, monsieur Potouguine. Voilà encore un génie muet. » Les cils d'Irène se soulevèrent lentement. Ses grands yeux devinrent brillants, ses lèvres se crispèrent légèrement. «
Pourquoi dites-vous cela, Valérien Vladimirovitch » remarqua-t-elle, faussement compatissante. « Vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Nous ne sommes pas en Russie, et personne ne vous entend. » Ratmirov se raidit. « Ce n'est pas seulement mon opinion, Irène Pavlovna, » reprit-il avec une voix subitement creuse. « D'autres trouvent que ce monsieur a l'air d'un carbonaro. »« Vraiment? Quels sont ces autres ?»« Mais Boris, par exemple. »« Comment? Celui-là aussi a senti le besoin d'exprimer son opinion. » Irène fit un mouvement, comme si elle avait froid, et caressa son épaule du bout de ses doigts. « Celui-là... Oui, celui-là... Permettez-moi de vous faire observer, Irène Pavlovna, que vous vous fâchez, et vous le savez, celui qui se fâche... » « Je me fâche? À quel propos? » ?»« Je ne sais. Peut-être avez-vous été désagréablement impressionné par la remarque que j'ai faite sur le comte... Ratmirov s'arrêta. « Sur le comte ?» répéta impérativement Irène. « Ah, je vous prie, sans ironie et plus vite. Je suis fatiguée, je veux dormir. » Elle prit un flambeau sur la table. « Sur le comte ? » ?»« Mais toujours sur le compte de ce monsieur Litvinov, comme il n'y a plus de doute maintenant qu'il vous occupe beaucoup. » Irène leva la main qui tenait le flambeau. La lumière se trouva à la hauteur du visage de son mari. Elle le regarda dans le blanc des yeux, avec attention et curiosité, puis éclata de rire tout à coup. « Qu'avez-vous » demanda Ratmirov en fronçant le sourcil. « Qu'est-ce que c'est » répéta-t-il en frappant du pied. Il se sentait offensé, humilié, et en même temps la beauté de cette femme, debout devant lui avec tant d'aisance et de hardiesse, l'éblouissait et le déchirait. Aucun de ses charmes ne lui échappait, jusqu'au reflet rose des ongles de ses doigts effilés, tenant ferme le bronze du flambeau. Il vit jusqu'à ce reflet, et l'offense pénétra encore plus profondément dans son cœur. Irène continuait de rire. « Comment? Vous? Vous êtes jaloux ?» dit-elle enfin. Tournant le dos à son mari, elle sortit de la chambre. « Il est jaloux !» entendit-il derrière la porte avec un nouvel éclat de rire. Ratmirov, d'un air sombre, regarda sa femme sortir. Là encore, il ne put s'empêcher de remarquer tout ce que sa tournure, tout ce que sa démarche avait de séduisant. Il éteignit d'un coup sa cigarette sur le marbre de la cheminée et la lança au loin. Ses joues pâlirent, un frisson agita son menton. Ses yeux parcoururent le plancher d'un air égaré et sauvage. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose. Toute apparence de raffinement s'était effacée de son visage. Il devait avoir une semblable expression quand il faisait fouetter les paysans de Biélorussie. Pendant ce temps, Litvinov rentrait dans sa chambre. Assis à une table, la tête entre les mains, il demeura longtemps immobile. Il se leva enfin, ouvrit un coffre et y prit un portefeuille dont il tira la carte de Tatiana. Enlaidi, vieilli, comme souvent par la photographie, le visage de Tatiana le regardait tristement. La fiancée de Litvinov était une jeune fille de sang russe, blonde, un peu grasse, avec des traits un peu lourds, mais une expression singulière de bonté et de franchise dans les yeux, qu'elle avait d'un brun clair. Sur son charmant front blanc semblait toujours reposer un rayon de soleil. Litvinov demeura longtemps les yeux fixés sur le portrait, puis le posa de côté et cacha de nouveau sa tête dans ses mains. « Tout est fini » murmura-t-il enfin. « Irène, Irène !» Il comprit alors qu'il était épris d'elle irrévocablement, follement, qu'il en était retombé amoureux dès leur rencontre au vieux château, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Pourtant il aurait été surpris, incrédule, et il aurait ri sans doute si on le lui avait dit quelques heures plus tôt. « Mais Tatiana,
Tatiana, mon Dieu, Tatiana, Tatiana, répétait-il avec angoisse. Et l'image d'Irène se dressait sans cesse devant lui, dans son noir vêtement, avec le calme resplendissant de la victoire sur son visage de marbre blanc.